Je voudrais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître et pourtant ces mots-là sont ceux d'aujourd'hui et de demain et ils méritent que tous les comprennent. Car ton territoire, c'est ton armée qui doit le sécuriser. Tu dois donc savoir une bonne fois pour toutes que la dépendance, c'est les devoirs qu'on a relégués. Alors, sois indépendant, vraiment indépendant. Sois brave et renonce à tes droits si tu le veux, mais ne délègue pas. Ne délègue jamais tes devoirs. Non, tu ne peux pas déléguer tes devoirs. Foi de Didier Awadi, qui a accepté de partager avec nous, avec vous, sa vision, son ressenti d'artiste, son regard sur cette Afrique en pleine mutation. Et vous savez quoi? Didier Awadi est dans notre prétoire pour cette audience du tribunal de l'actualité. Bonjour Didier Awadi, merci d'avoir accepté notre convocation. Merci. Fidèle au poste, les juges sont eux aussi à nouveau en place. Bonjour juge Inoussa Ouedraogo. Bonjour président, juge Ova, bonjour, mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour juge Ouedraogo, bonjour président Omondi, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur la télé interactive Tri TV en simultané sur Watt FM, la radio 100% urbaine. Et bienvenue également à tous ceux qui nous suivent sur nos plateformes numériques et place pour commencer à la séquence avant-propos des juges que je convoque à présent. Séquence avant-propos des juges couvre le juge Inoussa Ouedraogo. Merci président. Ce matin, je voudrais parler du 2 mars. Aujourd'hui, c'est le 2 mars 2023. On a souvenance que le 2 mars 2018, l'état-major de l'armée du Burkina a été attaqué par des groupes terroristes. Et ça fait malheureusement beaucoup de morts. 5 ans après, on se souvient. La douleur demeure vive au niveau des familles qui ont perdu des parents. 5 ans après, malheureusement, la guerre continue. On continue à perdre des hommes sur le terrain. Et malgré tout, on reste debout. Il y a la résilience, il y a le courage, il y a la détermination, il y a l'engagement. Mais c'est toujours difficile. Et dans la vie des humains, il y a comme ça des moments de haut et des moments de bas. Nous sommes en train de traverser des moments de bas, mais avec le soutien des uns et des autres, avec l'engagement des uns et des autres, on espère pouvoir donc relever le défi, relever la tête et faire face donc à cet hydre terroriste-là. Mais je voudrais ici interpeller les autorités sur le fait que 5 ans après, l'état-major qui a été attaqué a été abandonné comme ça, les bâtiments en ruine. Et ce n'est pas beau en plein centre-ville de laisser les séquelles de la guerre être perçues par tout le monde. Même si on a envie de dire que nous sommes en guerre, je pense que c'est une victoire de l'ennemi que de laisser ce bâtiment qui symbolise quand même la résistance, qui symbolise la force de notre armée. Laisser ça en ruine comme ça n'est pas une bonne chose et je voudrais interpeller les autorités sur la nécessité en tout cas de remettre à flot ce bâtiment-là et de montrer qu'on peut gagner la guerre et qu'on va gagner la guerre. On peut gagner la guerre, on va gagner la guerre. 2 mars, souvenez-vous-en, double attaque à Ouagadougou. Il y avait l'état-major des forces armées nationales, c'est bien cela. Mais il y avait aussi une attaque qui a intéressé l'ambassade de France au Burkina ce jour-là. Souvenons-nous-en et luttons, continuons de lutter contre cette hydre terroriste. Juge Geoffroy Vara, c'est à vous pour votre avant-propos. Merci président. Mon avant-propos va concerner le 8 mars. On a eu un communiqué qui faisait savoir qu'il n'y aura pas cette fois-ci un pagne officiel et que le ministère se démarquait de, en tout cas, toute initiative dans ce genre-là. Ça veut dire que des pagnes qui pourraient être présentées à certaines femmes pour l'occasion comme étant le pagne officiel. Et j'ai vraiment aimé un article de lefaso.net dans lequel ils ont eu à approcher Thérèse Koulidiati, qui est la responsable des relations extérieures de la Fédération nationale des tisseuses du Burkina Faso. Donc quand on parle de tisseuses, c'est Faso d'Afani, c'est ce qu'elles produisent. Il faut dire que ces dernières années, ces femmes-là ont été mises en avant sur la question du 8 mars, parce qu'on sait que de tradition, il y a toujours un pagne qui est porté par le ministère, qui est porté en avant et donc qui est fortement commandé
par la plupart des femmes qui veulent le porter le jour de la fête. Et donc, avant, on avait des productions qui étaient même quelquefois chinoises. Il faut dire les choses comme ça, ou bien des pagnes qui étaient des pagnes non tissées là, par nos femmes traditionnelles, mais qui étaient des pagnes officielles. Et puis après, il y avait un peu la fraude, il y avait d'autres qui rentraient, mais toujours de la Chine et tout, c'était comme ça. Mais depuis un certain temps, c'est plutôt le pagne tissé qui était mis en avant. Et ça, c'était un genre de débouché très intéressant pour ces femmes tisseuses-là. Et on sait qu'elles sont nombreuses et ça prend du temps de tisser et de donner ce produit-là qui est à la fois prisé, mais aussi et surtout qualitatif. Mais voilà, on nous dit, cette fois-ci, il n'y a pas de pagne et que toute... mais quand vous lisez l'interview, les dames disent, nous on a commencé à produire depuis. Parce que ça prend du temps pour avoir du pagne tissé bien fait à la fin. Donc, le problème c'est que le communiqué ça vient tardivement. Et entre-temps, les commerçants, vous les connaissez, ils vous sortent des pagnes et ils commencent à dire non, ça c'est le pagne du 8 mars, ça c'est le pagne du 8 mars. Et les femmes, elles viennent et regardent, le plus beau, c'est auquel elles adhèrent et elles vont le porter sûrement le 8 mars au prochain. Parce qu'ils auront commercialisé. C'est-à-dire que le communiqué n'a pas eu son impact voulu, mais bien au contraire, le communiqué a desservi plutôt ces femmes braves qui, depuis un certain nombre de temps, sont mises en avant parce que le moment est celui des débouchés pour elles. Et on sait que nos tisseuses ont besoin de débouchés. Elles ont besoin que les articles soient vus, soient achetés. Et on a tenté de mettre ça en avant et de promouvoir cela. Bon, je ne sais pas quelle était l'idée derrière. Peut-être, comme on est maintenant... Au regard de la situation, du contexte et le caractère festif ou pas trop festif de cette journée. Oui, mais bon, on demande à tout le monde de faire des efforts. Et ben, je pense aussi que le tissu économique, il faut lui ajouter un certain oxygène et ces femmes en ont besoin dans les difficultés dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Ça allait être un moment pour elles de pouvoir écouler leurs produits et puis de pouvoir le promouvoir. On dit consommons burkinabé, mais il faut aider la production burkinabé aussi à vivre. Et ça, c'est lors de ces événements, depuis un certain temps, je le répète encore, lors de ces événements-là, c'est le pagne tissé burkinabé qui est mis en avant. Et ces femmes-là trouvent un bol d'oxygène dans ces événements qui sont faits. Aujourd'hui, pour ne pas faire de digression, on parle du FESPACO. Nous avons fait un bon reportage avec l'hôtellerie qui est un bol d'oxygène avec le FESPACO parce que depuis un certain temps, c'est la première fois qu'ils ont les chambres qui sont toutes prises. Lors du 8 mars, c'est pareil pour les femmes qui sont des tisseuses. C'est le moment où elles ont des pagnes qu'elles ont produits pendant 2, 3 mois, 4 mois, qui sont tous achetés. Quand vous dites il n'y a plus de pagnes de 8 mars et que ceux qui font des bons chiffres, c'est ceux qui importent des pagnes de la Chine, moi, je ne sais pas à quoi est-ce que ça sert, une décision pareille. Elle aurait pu être bien pensée, mieux pensée, mais en tout cas, c'est les femmes et nos mamans qui sont en train de casquer. Ce sont les femmes, nos mamans, les braves tisseuses qui souffrent de cette situation parce que justement, c'est un débouché et qu'elles elles ne pourront pas produire davantage et peut-être pas vendre aussi davantage. Il faudrait revoir tout ça dans l'économie de la guerre. En effet, dans le prétoire du tribunal de l'actualité aujourd'hui, un convoqué de taille, il s'appelle Didier Awadi, il est artiste musicien. C'est un convoqué tout disposé à répondre en tout premier lieu à quelques questions de généralité. Inoussa Ouedraogo. Oui, effectivement, on est content de l'avoir avec nous ce matin. Je voudrais qu'il nous dise, lui qui est venu un peu de dehors, qui est habitué à venir à Ouaga, est-ce qu'il a le sentiment que nous sommes en guerre, que quelque chose a changé? Est-ce que vous percevez dans le vécu de Burkinabé que vous avez côtoyé que ce pays traverse des moments difficiles? Déjà, merci pour cette invitation, cette convocation. Est-ce que je le perçois dans les discussions avec les gens, quand on me dit pour aller à Ouaga, à Bobo, c'est mieux de prendre l'avion aujourd'hui, alors que je le faisais par la route. Quand on discute avec des gens et on sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas au point.
Dans la ville de Ouaga, évidemment, on ne le sent pas. Bon, on voit beaucoup de militaires qui passent et qui sont très sérieux par rapport aux mesures de sécurité devant les hôtels. Tu sens que ça rigole pas, qui sont très concentrés. Oui, on sent qu'il se passe quelque chose, mais bon, on voit bien aussi la résilience des populations de Ouaga. Mais Ouaga n'est pas le Burkina, donc ce serait très illusoire de s'arrêter sur un moment de FESPACO où on fait tout pour que la sécurité soit à son paroxysme pour juger que tout va bien. Et de dehors, justement, comment vous percevez les Africains de façon globale par rapport donc à la crise au Sahel? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une sorte d'adhésion, une sorte d'appui, de solidarité, ou est-ce que vous avez le sentiment que sur cette question-là, les Africains font très peu pour les pays du Sahel qui souffrent en ce moment? Non, il y a des indignations à géométrie variable, comme je l'ai dit. La situation du Sahel aujourd'hui n'est pas assez sexy en termes d'information, donc ils vont regarder ce que les médias les plus forts vont balancer, l'Ukraine, des histoires comme ça, alors que voilà, aujourd'hui on a besoin d'une vraie solidarité par rapport au Sahel. On est tous concernés, les pays touchés et les pays qui ne le sont pas encore, parce qu'on voit bien qu'il y a un projet qui dépasse ces trois pays-là, ces deux pays-là. Le projet est beaucoup plus vaste, donc si on ne fait pas attention, nous tous, nous sommes des victimes probables. Donc la solidarité, elle doit être là, et elle doit être sérieuse. Ce n'est pas une solidarité populiste. Je vois beaucoup de solidarité populiste, beaucoup de grands slogans populistes, et qui ne servent absolument à rien et qui ne sont pas productifs. Mais je suis pressé de la fin des transitions. Quand je regarde ces pays que je visite souvent, Mali, Burkina, Guinée, il faut qu'on arrive très vite à la fin des transitions pour que les militaires soient au front. Parce que si la hiérarchie militaire n'est pas au front, elle démoralise les jeunes qui sont au front. C'est mon avis. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive vite à la fin des transitions pour que ces grands chefs de guerre soient là où ils doivent être pour nous protéger et qu'on puisse faire reculer. Parce que jusqu'aujourd'hui, on voit que beaucoup de militaires se succèdent, mais les attaques et les crimes, les meurtres, les atrocités continuent. Donc il faut qu'on commence à penser sérieusement à remettre chaque personne à sa place et chaque camp dans sa case. Et les militaires dans les casernes. C'est ce que je crois. Aujourd'hui, je l'ai dit, je suis dans un pays militaire, c'est qu'il y a un engouement populaire. Je respecte les militaires qui perdent leur sang tous les jours, qui perdent leur vie. J'ai énormément de respect pour tous ces militaires. Et je m'incline devant tous ceux qui sont tombés. Mais je me dis... Là, il faut qu'on revoie, qu'on renforce nos États. Il n'y a pas assez d'États dans nos pays. Il n'y a pas assez d'institutions. Partout où le terrorisme prospère, c'est parce qu'il n'y a pas d'État. Voilà. Il n'y a pas assez d'État, il n'y a pas assez d'État. Oui, et on reste là concentré sur nos capitales, donner l'illusion. Là, il faut que nous-mêmes, on soit un peu plus sérieux. Voilà, c'est mon petit coup de gueule aussi. Ouais, il faut qu'on soit un peu plus sérieux, nous dit donc Didier Awadi. Geoffroy Vara, question de généralité. En généralité, moi je vais m'adresser à l'artiste parce qu'on sait que lui il est pluridimensionnel. Depuis Made in Africa, c'est ça, 2018, non? C'est maintenant que vous faites une autre sortie là. C'est 5 ans. Artistiquement, c'était quoi? C'était le retour dans, je ne sais pas, dans chercher son tréfonds pour revenir. Parce que 5 ans, souvent, bon, on se dit pour un artiste, surtout quelqu'un comme Awadi, depuis PBS et tout, c'est prolifique, c'est beaucoup de choses que vous proposiez. Maintenant, 5 ans, c'est pour vos fans, c'est vécu comme 5 ans d'absence. Oui, et mais en même temps, Awadi prend beaucoup de temps pour travailler sur ses albums. Si je me souviens bien, entre le précédent et l'avant-dernier, il y a eu 4 ans. Voilà, c'est ça. C'est quasiment un mandat présidentiel, ça. Oui, mais moi je peux faire autant de mandats que vous. Moi, je suis président à vie. Dans ma république bananière, je peux être président à vie, il n'y a pas de problème.
Non, en même temps, tu dis 5 ans, et c'est vrai, pour faire un album. Mais entre-temps, il y a plein de morceaux qu'on sort, des singles, qu'on sort, des collaborations. Il y a 2 ans de Covid qui ont été très, très dangereux pour nous. Oui, mais mieux vaut prendre le temps de préparer quelque chose de bien plutôt que suivre l'actualité ou bien faire la compétition avec tes petits frères, tout le temps être là alors que tu vas faire rien de bon. Je préfère prendre mon temps. Tu sais, on commence à prendre de l'âge, non? Il faut aller doucement et ménager sa monture. L'époque où on était un peu plus vigoureux est passée, elle est derrière nous. Mais je pense que c'est comme ça que je travaille mieux et je prends mon temps, j'essaie de faire ce que j'aime sans être influencé par l'extérieur. Le temps d'analyser aussi ce qui se passe autour de moi pour écrire et essayer d'écrire assez juste pour que ce qu'on écrit justement puisse rester longtemps. Parce que si jamais tu vas justement, tu es trop sentimental, tu écris vite et tu fais pas attention, tu ne te projettes pas et ce que tu écris périt vite. Donc moi j'aimerais bien que chaque fois qu'on écrit quelque chose, que ça puisse rester, que dans 10 ans, dans 20 ans, quand on relit les textes, on se dit ah oui, c'était une chronique d'un moment de l'histoire. Ok. Ce qui démontre bien que notre artiste a une philosophie de vie, mais aussi une philosophie de carrière. Didier Awadi, c'est un nom, c'est une voix, c'est un pionnier du rap en Afrique et cofondateur du groupe Positive Black Soul qui a porté son message à la fin des années 1990. Il est rapidement devenu l'un des porte-paroles les plus écoutés de la jeunesse africaine, artiste de renom, héritier assumé de Thomas Sankara. Awadi sait mettre le doigt sur la plaie avec profondeur, gravité et aisance. Quels sont aujourd'hui les mots MOTS de Didier Awadi sur les mots MAUX de l'Afrique? Bon, il y en a tellement, ça, c'est pas une émission qu'il faudrait, ce serait... Ça serait plusieurs émissions. Ce serait une vie. Mais on vous demande de faire un bref résumé très rapide avant que... Non, je pense que j'ai résumé ça dans le morceau Quand on refuse, on dit non. C'est la question de souveraineté, et elle est agitée ici au Burkina Faso. Quand le Burkina dit qu'il veut sa souveraineté sécuritaire, le Burkina a tout compris. Quand les jeunes partout dans les capitales africaines francophones disent on veut notre souveraineté monétaire, voici c'est de ça qu'il s'agit, la souveraineté par rapport à ce que nous portons. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on a un vrai problème de souveraineté et de reconquête de nos indépendances. Il y a celle qu'on nous a donnée, il y a celle qu'on va arracher par nous-mêmes et qu'on va léguer à nos enfants. Et je pense qu'on est dans ce combat-là. Et voilà, si tu veux, la principale question aujourd'hui, les principaux mots et les principaux MAUX, c'est les questions de souveraineté qui se rappellent à nous avec une violence quelquefois qu'on regrette, mais qui est là et qu'il faut assumer. Il faut assumer, il faut prendre son indépendance, il faut être vraiment indépendant et assumer sa souveraineté. Juge Innocent Ouedraogo. C'est vrai qu'on dit toujours qu'on doit dire non quand on refuse, mais à quoi on doit dire non exactement, de façon précise, quand vous interpellez les jeunes Africains en ce moment précis? Dire non à la dépendance, à toute forme de dépendance, monétaire, économique, alimentaire. Il faut dire non à toutes ces formes de dépendance. Parce que je sors toujours cette image chez nous, on a une poule. Dans notre maison, la poule a fait un œuf. Ok, on a envie de manger une omelette. Et depuis nos indépendances, on demande à quelqu'un d'autre de nous faire une omelette, d'aller la faire chez lui, de nous renvoyer l'omelette pour que nous on mange. Et nous la vendons très cher. Quand est-ce qu'on va commencer à casser nos œufs? C'est quand on veut manger notre omelette. Et jusqu'à présent, on ne veut pas le faire. Tu vois, un pays, il a du pétrole, il a du fer, il n'a pas d'industrie. Il fait partir son fer, il fait partir son pétrole. Il ne se développe pas. Les pays a de l'or, il n'arrive pas à avoir une solide réserve pour consolider sa monnaie. C'est des aberrations comme ça là. Il y en a tellement. Il faut qu'on arrête quoi. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on soit sérieux.
Parce que je pense qu'on nous a embarqués dans une forme de folie et il y a toute une génération qui a compris qu'il faut se départir de cette folie et prendre cette indépendance. Avec les coûts que ça aura. Il y a une génération qui l'a compris. Il y en a qui le disent sincèrement parce qu'ils ont compris et qu'ils savent qu'il y aura des sacrifices chers à payer. Il y en a qui sont dans le populisme. Mais dans l'entre-deux, je pense qu'on va s'en sortir. Mais pour faire court, c'est ce gros challenge par rapport à nos dépendances. Faire évoluer cette question de la dépendance et de la souveraineté. Didier Awadi est notre convoqué du jour sur le tribunal de l'actualité. Excusez-moi, il y a une question aussi. Quand je parlais de dépendance, regardez aujourd'hui, le mobile banking, tous les transferts qu'on fait d'argent, c'est là. Vous voyez tout cet argent qui circule et nos pays ne contrôlent pas. Souvent, si tu regardes, c'est une marque étrangère. C'est pour une marque étrangère, téléphonie étrangère, qui capte tout cet argent. Mais rien que ça, on ne veut pas contrôler nos data, nos données personnelles. Qui contrôle tes données personnelles, c'est comment tu vas consommer. Qu'est-ce que tu vas consommer, à quel moment tu vas le consommer. Ça aussi, on a délégué ça. J'appelle ça notre folie collective. C'est dangereux, c'est dangereux. On voit quelqu'un qui, depuis l'histoire, n'a fait que nous battre. C'est à lui, on lui dit, on te confie notre sécurité. Le gars te frappe, le gars te viole, le gars viole ta mère, ta grand-mère, tout ça il a violé. Tu n'as rien d'autre à lui dire, s'il te plaît, tu peux me sécuriser. Toi, moi, c'est dit quand même. Donc, je comprends aujourd'hui les populations qui disent, on veut être libre. Mais il faut se donner les moyens de la liberté. Il ne faut pas le décréter seulement. C'est là c'est là que très souvent aussi on est très léger. En ce moment, tout le monde dit on va être libre, on va chasser tout le monde. Est-ce qu'on se donne les moyens de cette liberté? Sérieusement. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut concrètement, ne me demande pas, moi je suis un rappeur. Au-delà des discours, qu'est-ce que vous dites à ces jeunes? Parce que oui, c'est vrai, on dénonce, on dit oui, prenons nos responsabilités, engageons-nous. Dénoncer, c'est poser un diagnostic, c'est pas mal. Il faut le faire. Ok. Parce que beaucoup de oui, vous ne faites que dénoncer. Et ceux qui nous disent aussi ne font que nous dénoncer de dénoncer. Bon, donc, on est pareil. Oui, il faut dénoncer. Si tu ne poses pas un diagnostic, tu ne trouves pas de solution. Mais la solution, c'est chacun d'entre nous qui doit assumer ses responsabilités. Il ne faut pas attendre une solution d'Awadi. Ce n'est pas son job. Moi, mon job, c'est d'être sur une scène, prendre un micro et faire bouger la foule, comme on dit. C'est ça mon job à la base. Je pousse un peu la réflexion, dans des réflexions un peu politiques, géopolitiques, parce que j'aime ça, parce que j'ai baigné dans ça. Mais ce n'est pas ça mon job. Ce n'est pas mon job de trouver des solutions. Mais c'est de mettre le doigt là où ça va mal pour que ceux dont c'est le métier trouvent des solutions. Et moi, j'apporte un peu ma réflexion. Mais je n'ai pas de solution. Ce serait trop simple. Sinon, je serais déjà président d'Afrique, il y a longtemps. Président d'Afrique, Didier Awadi, vous avez choisi Quand on refuse, on dit non, c'est le titre d'un roman de Amadou Kourouma. Il est décédé en écrivant ce roman, donc c'était un roman inachevé. Mais vous avez choisi donc ce roman qui a été édité finalement en 2004 aux éditions du Seuil. Mais à la sauce de Didier Awadi, quand on refuse, on dit non, balaye les situations sociopolitiques complexes du continent. Geoffroy Vara. Oui, justement, vous parliez de Amadou Kourouma, l'écrivain ivoirien. Quand on refuse, on dit non, c'est plein de sens. C'est pour ça que j'ai bien compris la question de Moussa. C'est pour demander aux convoqués d'aller plus loin. Le dire non, c'est quoi? Parce que quand on regarde aujourd'hui, vous êtes au Burkina, il y a des militaires qui sont au pouvoir. Guinée, c'est pareil. Mali, c'est pareil. Dans notre espace, ça commence à faire peur, voilà, et à faire peur à certains. Mais derrière aussi, quand vous regardez, vous faites le diagnostic, c'est qu'il y a aussi des causes à cela. Il y a des causes à cela. On a un syndicat des chefs d'État qui se refuse à se dire la vérité, parce qu'il y en a qui se permettent, après avoir pris l'engagement de faire 2 mandats, de continuer. De faire 3 mandats. Voilà. Alors que ça n'excuse pas, et je le répète encore, des coups d'État. Ça, il faut qu'on le dise tout net. Même vous venez du Sénégal,
Là-bas aussi, on n'est pas encore bien, on regarde. Yeah, on est dans ni oui ni non. Est-ce que c'est pas ça? Quand on ne veut pas, quand on sait qu'on ne va pas aller plus loin, il faut dire clairement non. Est-ce que c'est pas ça aussi? Écoutez, moi ce que je crois, c'est qu'il faut qu'on ait des institutions fortes, des constitutions fortes qu'on respecte et qu'on ne change pas les règles du jeu en plein match. Si on a dit un match il y a 2 mi-temps, on ne peut pas en cours de match dire on va reprendre le match. Il faut arrêter de déconner. Donc je suis complètement contre les 3e mandats parce que j'ai vu que les 3e mandats, je parle d'abord de chez moi et de partout ailleurs. Parce que les 3e mandats ont créé, ici c'était l'article 37 qui commençait à faire bizarre, au Mali on a vu Ibeka, bref, quand le vieux a essayé en Guinée, on a vu ce que ça a donné. Donc, quand on s'amuse avec nos constitutions, avec la démocratie, ça nous mène à des troubles qu'on ne contrôle plus. Et on a donné l'appétit aux militaires. Et aujourd'hui, son copain, ouais mon frère, on va faire fédération. Oui, je veux bien, tu vas fédérer. Tu vas fédérer quoi? Il faut qu'on soit sérieux, moi j'ai entendu parler de ça. J'applaudis parce que je suis un panafricaniste. Mais fédère ce qui est fédérable. Au moment où c'est faisable. Au moment où tu ne contrôles pas Bobo, après Bobo, tu ne contrôles pas après Ségou, tu dis tu vas fédérer. Et tu veux que nous on te regarde, on te dise ouais bravo? Non, on ne dit pas bravo. On dit pour le moment sécurisons et redonnons la paix à chaque personne au Burkina. Redonnons la paix à chaque personne de Bamako jusqu'à Kidal. Redonnons la paix et la sérénité. Ensuite, mettons-nous ensemble. Je suis un fédéraliste, je crois en l'État fédéral panafricain. Mais fédérons d'abord nos forces armées. Fédérons nos économies d'abord. Moi je pense qu'il faut aller comme ça. Ça fait un peu plus sérieux. Parce que sinon pour moi c'est du populisme. Et là, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin d'être très concentré sur les enjeux. Quand je vois les 50 morts de la dernière fois, je me mets à la place de chaque famille. Moi, si je suis de ces familles, on me dit ouais, on va agrandir le problème. J'ai dit ça fait pas très... c'est pas crédible. Voilà, c'était qu'ils voient comment agrandir la solution. Mais bon, agrandir le problème. Mais je reviens sur le cas. Je reviens sur le cas sénégalais. Je dis, est-ce que quand on ne veut pas dire non, quand on doit dire non, c'est-à-dire que dire non, c'est pas aussi être clair sur la question du troisième mandat. D'un troisième mandat. Au Sénégal, vous le vivez comment aujourd'hui? Comment ça se passe? On le vit mal parce que... C'est pas la première fois que ça arrive au Sénégal. Non, c'est pas la première fois. C'est la deuxième fois Ouad l'avait fait. Macky a dit ni oui ni non. Donc ça veut dire qu'il y a une jurisprudence. Non, on ne voudrait pas de jurisprudence. On ne veut pas en faire une jurisprudence. On voudrait que ce soit des cas d'exception. Ah, si bien qu'au Sénégal actuellement, il y a un problème sémiologique. On parle plutôt de troisième candidature et pas de troisième mandat. Tout ça là, c'est troisième mandat. Quelle que soit la durée du mandat, c'est troisième mandat. Donc moi, souvent maintenant, ce que je dis, je suis contre. Je suis pour, parce que là, j'essaie de mettre une charge positive dans ce que je dis. C'est un travail que je fais d'exercice personnel. Je suis pour la limitation des mandats à 2 et quelle que soit la durée des mandats. Parce que c'est là qu'on nous entube. Ah non, la Constitution a dit 7 ans, non, elle a dit 5 ans. Non, j'ai fait un quinquennat, j'ai pas fait un septennat. Bon, bref, c'est dans ça qu'on nous entube. Il faut être clair. En limitant les mandats, on laisse chaque Sénégalais, chaque Burkinabé, pouvoir aussi prouver son amour à son pays. Pouvoir prouver son engagement pour son pays. Mais une personne n'a pas le monopole de la vérité. Il faut que quand on a fait 2 termes, on puisse se reposer et qu'un autre vienne proposer aussi sa vision. Et c'est ça, moi, c'est dans les alternances que les pays évoluent. Tous les pays que vous voyez évoluer, c'est les challenges que les uns se posent. Si toi tu as fait la route jusqu'à là, moi je vais te montrer, je vais faire 2 routes. C'est ça qui est beau dans l'alternance. L'alternance ne produit pas forcément le changement, ne produit pas forcément les révolutions qu'on attend, mais au moins ça fait avancer certaines questions. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des alternances. C'est pas qu'on nous dicte nos façons de penser, mais je pense que les alternances sont nécessaires et sont une respiration démocratique utile.
Sinon, oui, ne nous étonnons pas que, à un moment, des gens qui ne sont pas formés pour la chose, prennent la chose. On me dit celui qui se bat pour la chose. Celui qui se bat pour une chose, c'est pour lui la chose. Oui, mais c'est pas pour lui la chose justement, c'est la chose publique. Donc, la République. C'est la chose publique, vous l'avez dit. Je rappelle à l'attention de nos auditeurs, ceux qui nous écoutent sur Watt FM, que notre convoqué du jour s'appelle Didier Awadi. Il est artiste, musicien. Et on a vu sa position sur les coups d'État, sur les transitions, sur les élections, sur le 3e mandat et même sur le fédéralisme. Son nouveau projet, son nouvel album, le 7e, sorti il y a juste un mois, est fort de sens à cet égard. Déléguer les routes, les trains et les aéroports, et tu t'étonnes encore qu'on n'arrive jamais à bon port. Déléguer l'information, la data et le téléphone, les gars te manipulent, anticipent et te conditionnent. L'eau est source de vie, on ne peut pas déléguer. Énergie, pétrole et gaz, il faut les contrôler. Ton territoire, c'est ton armée qui doit sécuriser. Une question de bon sens, je te parle de souveraineté. Les mots ont leur sens, ont leur poids. Et Didier Awadi, qui s'assume héritier de Thomas Sankara, vous avez dit, la pensée de Sankara doit être enseignée dans les écoles d'Afrique. Oui, dans les écoles, dans les universités, je pense que ça se construit. Quand tu prends les discours de l'ONU, ça aide beaucoup. Parce que beaucoup de questions fondamentales qui sont au cœur de nos vies sont déjà exprimées dans ce discours, celui de Addis Abeba aussi. Et dans beaucoup de ces discours, il a une clairvoyance, et il est une sérénité par rapport à beaucoup de problèmes africains. Donc je pense qu'il faudrait s'en inspirer. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des gens comme ça qui ont pensé. Il faut qu'on s'en inspire sérieusement. Il y en a d'autres, mais c'est vrai que Sankara m'inspire particulièrement. Bon, je le dis, je l'ai assez répété. Et voilà, moi je pense que on ne peut pas avoir des gens comme ça et ne pas oser les mettre dans l'éducation africaine. Si on veut former une élite africaine, il faut qu'elle soit formée sur des bases africaines. Mais je regarde, nous là on a appris le Japon du Meiji, je suis jamais allé au Japon. Franchement, l'ère du Meiji, oui, ça m'apprend pas grand-chose, quoi. C'est sympa, quoi. Les révolutions russes, la révolution française, toutes les autres révolutions, on les connaît, mais nos propres révolutions, on ne nous les enseigne pas. Parce que nos aînés, on leur a dit c'est ça qu'il faut enseigner, ils ont dit on va enseigner ça. Ok, mais pourquoi on ne se remet pas en question pour dire, mais écoutez, une génération leur a appris ça, voilà ce que ça a donné. Est-ce qu'on n'essaie pas autre chose? L'histoire contemporaine africaine nous redonne beaucoup de raisons d'être fiers. Aujourd'hui, pourquoi quand les gens viennent, l'endroit le plus visité touristiquement de Ouaga, c'est le mémorial Thomas Sankara? C'est parce qu'il a fait quelque chose. Il a laissé un héritage matériel et immatériel. Et dans l'immatériel, c'est encore plus fort. Philosophiquement, c'est fort. Spirituellement même, c'est fort. Donc, mais étudions ça. Étudions. Si tous ces gens viennent du monde entier et sont intéressés par cet homme et ce qu'il dit et ses pensées, il doit avoir quelque chose. Étudions ça. Étudions ça. Et ça peut être le viatique pour les mots qui minent le continent aujourd'hui, selon vous? Il faut qu'on étudie nos grands hommes. Il faut qu'on étudie nos grands hommes et ce qu'on étudie doit pouvoir nous servir. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes font marketing, communication. Tous. Tu vas à un pays, par exemple, où il y a du pétrole, ils vont tous faire marketing, communication. Ils vont dans les mêmes écoles. Je donne un exemple, hein, je ne fais pas la publicité. IAM. Tout le monde va à IAM parce que c'est à IAM, tu vas faire communication, marketing. Toi, tu as de l'or ici. Tu ne vas pas essayer d'apprendre comment on transforme l'or pour créer une industrie autour de l'or ici. Non, non, non. Marketing, communication. Et ceux qui sont censés donner la voix ne font rien pour réfléchir et dire attendez. Le système éducatif là, il ne va pas servir au développement de notre pays. Il va servir à créer une élite qui va faire la même chose et qui ne va pas servir au développement de notre pays. Mais il faut s'arrêter à des moments historiques. Tu vois, dans des crises comme celle que vous vivez, c'est le moment de s'asseoir et de se dire est-ce qu'on ne doit pas réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire du Burkina demain, qu'est-ce qu'on veut faire du Sénégal demain?
Parce qu'aujourd'hui, on est en tournant et il ne faut pas qu'on loupe encore ce virage. Trouver donc des solutions endogènes à nos problèmes. Oui, je suis parfaitement d'accord avec notre invité. Quand on a des hommes de la trempe de Sankara, de Nkrumah, de Cheikh Anta Diop, de Joseph Kizerbo, etc., on en a plein sur le continent, on ne s'en inspire pas, on est toujours en train de faire de la digression, alors que les vrais problèmes ont été posés. Il s'agit maintenant d'adresser les solutions en tenant compte du contexte. Malheureusement, on ne le fait pas suffisamment et on est toujours à la remorque des autres. Je pense que le moment est venu effectivement de se retourner sur nous-mêmes et vers nous-mêmes pour voir ce qu'on peut puiser de ces grands hommes-là pour pouvoir construire notre présent et envisager l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Parlant de sérénité, justement, je voudrais que notre invité nous dise relativement à ce qui se passe en ce moment au Sénégal, quels sont les scénarios possibles? Est-ce que vous avez déjà réfléchi dans ce bouillonnement du ni oui ni non? Qu'est-ce qui pourrait advenir si le président Macky Sall force? Qu'est-ce qui arriverait si, entre-temps, il se ravise et décide de partir? Qu'est-ce que la jeunesse sénégalaise réserve comme réponse à cette tentative donc, de violer la constitution sénégalaise? Je ne peux pas parler au nom de la jeunesse. Tu vois, ce serait très prétentieux. Mais je sais que si il force, c'est une porte ouverte à un véritable chaos, c'est un recul démocratique, c'est vraiment le Sénégal perdrait tous ses acquis qu'il a eu bien avant l'indépendance, parce que les acquis démocratiques du Sénégal, c'est bien avant l'indépendance qu'on commence à voter, qu'on est habitué à des alternances à différents postes et même au poste suprême à la présidence de la République. Donc, et si on ne fait pas ça, si par contre il dit je ne me présente pas, c'est que j'applaudirai, je le féliciterai et il se sera mis dans la trajectoire historique qui doit être la nôtre. Eh bien, le jeu démocratique sera ouvert. On a beaucoup de gens qui veulent être candidats. On a notamment Sonko, qui est le plus virulent. On a Khalifa Sall, l'ex-maire de Dakar. On a Idrissa Seck qui se signale, l'ancien PM, qui est un allié de Macky. On a plein de gens, en tout cas. Je ne peux pas tous les citer, mais là, je te cite quelques-uns comme ça, qui veulent être calife à la place du calife. Donc, je pense qu'il faut que le président Macky Sall ouvre se désiste d'abord, qu'il le dise clairement, pour la paix et la stabilité du pays, parce que s'il ne le fait pas, on va vers des lendemains sombres, c'est clair, hein. On a vu que le Sénégalais n'est pas prêt. Nous, en tout cas, aucun de nous n'est prêt pour des histoires de troisième mandat. Aucun de nous, ni hier, ni demain, on n'est pas prêt pour ça. Mais on espère qu'il va nous faire la bonne surprise de nous dire qu'il ne le fera pas, parce que sinon il sera responsable de tout ce qui va se passer derrière et c'est pas joli. Il n'a qu'à aujourd'hui, après avoir fait 2 mandats, il va faire 12 ans, là ça fait 11 ans, 12 ans à la tête d'un pays. Je pense que c'est un privilège. Quand on a eu ça, là, on mérite d'aller se reposer et de profiter d'un repos mérité. Un repos mérité, donc, après avoir assumé les charges, 2 quinquennats ou 2 mandats. Il a fait 7 et 5. 7 et 5, donc 2 mandats présidentiels. Et ce qui est marrant, c'est que les gens dans son cas disent non, il a fait 1 quinquennat. Il dit, bon, quand il a... Oui, puisque la Constitution a été révisée entre-temps. Oui, mais il y a un article qui dit nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Donc, il joue sur le mandat de 5 ans et nul ne peut faire plus de 2 mandats. Bon, nous, entre-temps, il a fait un mandat de 7 ans. Et nous, on a vécu pendant ces 7 ans. S'il n'a pas fait ces 7 ans, on a qu'à enlever aussi ces 7 ans de nos vies. S'il ne les a pas fait, donc nous aussi on n'a pas fait. Mais c'est vrai. Pourquoi lui seul a le droit de ne pas avoir existé 7 ans? Donc nous aussi, peut-être que les dettes de 7 ans là qu'on a là, si on nous les enlève sur nos projets à la banque, je pense que ça va bien nous arranger. Donc s'il n'a pas fait 7 ans, nous aussi on n'a pas fait 7 ans. Nous aussi on n'a pas fait 7 ans. Ce n'est peut-être pas le meilleur exemple, mais en France également, on a eu Jacques Chirac qui a fait 7 ans, puis il y a eu révision de la Constitution, puis il a fait 5 ans, et puis il est parti tranquillement, sans parler de renouvellement de mandat. Oui, Geoffroy Var.
Je reviens à quand on refuse, on dit non. Quand on regarde le projet... Excusez-moi, j'ai oublié de dire que c'est une façon de rendre hommage d'abord à Amadou Kourouma. C'est un auteur que j'adore parce que c'est le plus impertinent. Non, parce que c'est l'auteur que j'adore. J'aime son impertinence. J'aime comment il a dompté la langue qu'il utilise. Il pense en bambara, il écrit en français. Et les conventions, c'est lui qui les dicte. Les conventions d'écriture, c'est lui qui les dicte. Donc j'aime comment il prend le français, il en fait ce qu'il veut. Voilà, il a des mots là et il en fait ce qu'il veut. Il pense en bambara, eh bien il va l'écrire en bambara. Si en pensant sa tête dit il faut dire Bilakoro, il dit Bilakoro puis il avance. Pour ne dire que ça. D'accord, donc pour revenir sur le projet en lui-même, on sait qu'à l'intérieur il y a cinéma, il n'y a pas que les sons. Il y a cinéma, il y a photo. Ouais. Pourquoi faire différemment? Pourquoi cette option? Chaque fois que tu reviens, après longtemps là, qu'est-ce que tu apportes de neuf? C'est ça. Toi là, tu rappes depuis. Qu'est-ce que tu nous as... quand même. Qu'est-ce que tu vas nous ramener? Déjà quand tu annonces que tu vas sortir, oh là, le vieux là, il recommence. Il ne va pas arrêter. Je disais à Smarty, ça a commencé devant nous, ça va finir devant nous. Donc j'ai dit, il faut venir avec une valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est ce film qu'on a fait, qui s'appelle Quand on refuse, on dit non. Et je vous invite à venir le découvrir. C'est vraiment un film coup de poing, qui choque. Et on l'a fait dans l'île de Gorée. On a parlé d'esclavage. On a inversé les rôles. Mais je ne peux pas trop vous dire, je préfère que les gens viennent voir. Je veux que les gens viennent voir ce film parce que aujourd'hui, on va utiliser tout ce qui est entre nos doigts, entre nos mains, dans notre esprit pour faire avancer notre cause. On a commencé avec la musique, on va utiliser le cinéma, l'audiovisuel, le livre, tout ce qu'on peut faire. Tous les médias, on va essayer de les utiliser pour faire passer notre message. Quand tu écris, tu as un début de preuve. Tu le dis, tu ajoutes à la preuve. Avec l'image, tu confirmes ta preuve. Aujourd'hui, c'est quand on a vu c'est ce qui fait que nos nouveaux héros sont très populaires. On voit leurs vidéos. Donc, je me suis dit, il faut qu'on ajoute la vidéo et le cinéma à notre spectrum. Donc, on a eu la chance, avec le studio Sankara, d'investir dans du matériel cinéma. Aujourd'hui, on va faire beaucoup de films. Et ce court-métrage qui va être projeté demain à 10h30 au centre de presse Norbert Zongo, et j'invite tout le monde, c'est gratuit. Il faut venir le voir, parce que je pense qu'il faut qu'on utilise aussi le cinéma. Donc pour répondre, il faut une valeur ajoutée à chaque projet. Et chaque projet que je vais sortir, il y aura toujours une valeur ajoutée. Parce que si c'est juste sortir des sons là, tout le monde peut le faire. Mais il faut apporter un petit plus. Voilà. Il faut apporter un petit plus, nous dit Didier Awadi, qui est notre convoqué du jour à cette audience du tribunal de l'actualité. Et ce projet est un projet multidimensionnel, 12 titres, de nombreuses collaborations, dont Baba Mal, Korda, Dieng, Dougiti, et puis aussi Awadi s'est plutôt rapproché de la old school, d'après ce que j'ai entendu dire. Donc vous êtes retourné un peu sur vos fondamentaux de rappeur, sans vous déconnecter du rap 2.0 qu'affectionnent les gens aujourd'hui. Oui, non, il faut le tout. Revenir à mes fondamentaux, c'est-à-dire le texte, et mettre le texte en avant, l'écriture en avant, le rap pur, mais sur des musiques épurées. C'est ça. Parce que beaucoup de gens me disent, j'aime bien tes textes, mais je ne comprends pas tout, il y a trop d'instrumentalisation. Donc, on a fait le choix de... Voilà, tu mets un clavier, tu poses une voix. Là, au moins, on ne va pas dire, j'ai pas entendu. Voilà. Je leur ai dit, tu l'as entendu, maintenant tu en fais ce que tu veux. Mais voilà, épurer la musique, et puis, bon, de temps en temps, bon, comme tu es rappeur, tu aimes bien un ego trip quand même. Ben, entre copains, il faut bien de temps en temps montrer qui est qui. Donc ça, c'est ego trip. Ça, tu as beau enlever ça à un rappeur, ça reviendra toujours. De temps en temps, bon, tu as besoin de ça.
Oui. Alors, l'artiste Didier Awadi a également fait plusieurs featuring. Vous avez parlé de single tout à l'heure et beaucoup de choses, notamment avec Smokey, sur des titres où vous chantez notamment le coup d'État démocratique, la patrie ou la mort. Vous avez également chanté avec un collectif plus large d'artistes où vous dénoncez notamment les APE, c'est les accords de partenariat économique, ainsi que récemment le phénomène de la migration. Et l'actualité s'invite dans ce débat justement avec ce qui se passe actuellement en Tunisie. Et comment vous réagissez par rapport à cette situation-là? Par rapport au racisme étatique tunisien, écoute, c'est méprisable, quoi. C'est vraiment méprisable. C'est du racisme étatique. Et je vois quand son ministre de je sais pas quoi qui vient dans les médias essayer de justifier, j'ai dit attends, on peut pas être con à ce point, quoi. J'ai vécu ce type de racisme en Tunisie, invité par des gens qui se battaient contre le racisme, et je l'ai vécu à différents niveaux. Mais c'est de l'ignorance. C'est beaucoup d'ignorance. Ce pays a été fermé au monde pendant longtemps. Donc les gens ne savent pas et n'assument même pas assez leur population noire comme vous et moi. Il y a des populations noires comme vous et moi là-bas, tunisiens. Donc c'est juste très... c'est dommage parce que je considère que ce président ne représente pas tout ce que les Tunisiens sont. Ce président et ces gars-là ne représentent pas la grandeur de la Tunisie. Parce qu'il faut faire attention, il ne peut pas attiser le feu non plus. Mais je dis que ce président-là, ce petit président qui devrait aller à la retraite parce que là, il pète les plombs, et ces gars doivent aujourd'hui être chassés du pouvoir. Parce que quand on en arrive à ne pas assumer son africanité, c'est violent, quoi. Tu pourras jamais couper la Tunisie de l'Afrique. Mais c'est un problème qui est profond. Certains Tunisiens, je dis bien certains Tunisiens, parce que je ne veux pas dire que c'est la Tunisie, certains Tunisiens n'assument pas leur africanité et leur part de négritude. C'est triste jusqu'aujourd'hui. Et ce qui m'a amené souvent en Tunisie, c'était justement pour dire à beaucoup de Tunisiens, yo, nous sommes africains. Tu vois, il y a Mohamed Chalouf, qui est un ami de Thomas Sankara, qui m'invite souvent au festival de cinéma là-bas. Voilà. Il se bat pour ça, pour dire aux Tunisiens, nous sommes africains. Donc, je condamne fermement ce petit président et son équipe, mais pour moi, ils ne représentent pas toute la Tunisie. Mais ils influencent gravement beaucoup de Tunisiens dans la bêtise. Ils influencent gravement, oui, un mot? Oui, justement, sur ce sujet-là, c'est vrai qu'on parle de la Tunisie aujourd'hui, mais il y a souvent que nos dirigeants, face à leurs échecs et leurs difficultés à apporter des réponses probantes aux besoins réels de leur peuple, voilà, les envoient ailleurs. Oui. Mais ça, c'est parce qu'il y a un substrat aussi. Quelquefois, on se demande d'où ça sort. Parce que vous regardez, il a juste chatouillé, ils ont ri. La preuve, ils sont sortis. Ils sont allés dans des appartements, faire sortir des Africains. Ouais, ils ont manifesté. De cette ignorance, ça participe aussi d'une histoire qui est là. L'histoire de l'esclavage, que personne n'assume. Ils ne l'assument pas, cette histoire de l'esclavage. Et on appelle ça, il y a un livre qui s'appelle Le génocide voilé de Tidjane Ndiaye, il faut le lire. Le monde arabo-musulman assume difficilement son histoire et africaine et avec l'esclavage. Donc c'est les séquelles de tout ça qu'on vit. Et beaucoup de pays du Maghreb ont des populations qui n'assument pas la négritude subsaharienne et leur part de négritude. Ils ne l'assument pas. Et donc la manière de se défausser, c'est de la refouler. Mais tu peux pas. Tu auras toujours ça dans tes gènes. Et on va te le rappeler. Que tu es sur le continent noir. C'est vrai qu'il y a la question arabe dont vous parliez tout à l'heure, mais je veux dire que c'est transversal aussi un peu à nos pays. C'est-à-dire que l'échec du dirigeant l'envoie à faire du populisme et à accuser souvent l'étranger.
Même entre nous, ouais, mais ça, c'est pas nouveau, ça a souvent été comme ça. Et le problème, c'est que ça a un écho dans des populations qui adhèrent. Oui, quand tu as faim, on te dit que c'est l'autre qui a volé ton pain, mais tu le frappes. Quand tu as faim, celui qui est allé à l'école t'a dit que celui qui t'a volé ton pain, c'est en Afrique du Sud, on a dit c'est le gars du Zimbabwe. Ils sont allés frapper les Zimbabwéens. On lui a dit non, c'est aussi les Nigériens. À Johannesburg, ils sont allés frapper les Nigériens. Et ça, c'est partout. En Côte d'Ivoire, on a bien mélangé les gens les uns contre les autres. Partout où on a faim là, on va chercher celui qui n'arrive pas à trouver de solution. Il va dire non, c'est eux là. C'est eux là. C'est les autres. L'enfer, c'est les autres, quoi. C'est ça. Alors, c'est malheureusement nos bêtises, c'est la bêtise politique. Une minute peut-être, juge Inoussa Ouedraogo. Bon, je voudrais quand même, ça fait plus de 30 ans d'engagement pour Awadi. Et l'engagement n'a pas que les côtés positifs, il y a aussi des difficultés. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez souvent, mais qu'est-ce que ça vous a valu sur le continent africain, cet engagement pour le panafricanisme, pour plus de justice, l'éveil des consciences, etc. Qu'est-ce que ça vous a valu? En 2 mots, Awadi. Écoute, je sais pas. Je ne retiens pas le côté sombre. J'essaie toujours je te dis, je suis dans une phase où je regarde toujours, je mets une charge positive. Donc je ne regarde pas le verre à moitié vide. Je le regarde à moitié plein. Ça m'a valu beaucoup d'honneur, d'amour et de merci pour ce que tu fais pour le continent. Tu marches dans une rue. Merci mon frère pour ce que tu fais pour le continent. Je retiens que ça. Les petits tracas, les moins d'argent, oui. Et alors? Mais je vis bien, je suis un privilégié de la vie. Le fait de pouvoir voyager, de venir ici discuter avec vous, c'est un privilège, c'est un luxe. Donc franchement, les petits côtés sombres là, ce n'est vraiment pas important. Ce que Dieu m'a donné la chance de faire 45 pays, et le 45e c'était la Guinée-Bissau qui était juste à côté du Sénégal, je ne l'avais jamais fait, donc j'en suis tellement fier. Et non, voilà, c'est ce que ça me donne. La chance de faire 45 pays dans ce continent que j'aime. La chance de pouvoir, dans un mois, faire l'Afrique de l'Est, venir dans l'Afrique de l'Ouest et remonter au Maghreb. Je suis un béni de Dieu. C'est ce que ça me donne. Je suis un béni de Dieu et surtout quand on refuse, on dit non. Eh bien, sachez-le, renonce à tes droits. Le devoir, tu ne peux pas déléguer. On ne peut pas confier son fric à un kleptomane, exiger la vérité au mythomane. T'as vu le pickpocket et t'as donné le porte-monnaie. Eh bien, il faut visiter et revisiter cet opus de Didier Awadi. Merci. Ainsi s'achève cette audience du tribunal de l'actualité. C'est la 4e de la 9e semaine de cette année 2023. Avec le regard de Didier Awadi sur notre Afrique en pleine mutation. Merci d'avoir honoré notre convocation. Merci beaucoup. Merci aux juges, merci Inoussa Ouedraogo, merci à Geoffroy Garin, merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de True TV, pour votre attention et pour votre fidélité. Merci aux équipes et notons que chaque matin que l'on découvre est une grâce infinie et chaque manifestation de solidarité, une victoire. Rendons hommage à nos combattants qui payent de leur vie la sauvegarde de la patrie, prompt rétablissement à tous les blessés ainsi qu'aux malades et prenons soin les uns des autres en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité dès demain, mêmes heures, mêmes antennes pour une nouvelle audience avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.